Alors, docteur François Kampati, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Voilà, vous êtes le conseiller spécial du professeur Tchabouré Gogué qui fut candidat à la dernière présidentielle dans notre pays, le Togo. Juste au lendemain donc de l'élection du 25 avril dernier, vous aviez sorti un communiqué dans lequel vous reconnaissiez que Jean-Pierre Fabre, le candidat de CAP 2015, avait fait des avancées significatives et pourtant vous venez de sortir encore un autre communiqué. Cette fois-ci, c'est un communiqué à l'endroit de Madame Awanana Daboya qui est la présidente de H-CRUN. Alors, docteur, là, vous êtes en train de récuser ce que le communiqué donc du H-CRUN avait révélé. Alors, tout de go, devons-nous conclure que vous ne vous retrouvez pas dans les résultats proclamés et par la CENI et par la Cour constitutionnelle? Merci Joachim. Permettez encore que je prenne l'occasion d'abord pour remercier les électeurs qui ont posé leur choix sur le professeur Gogué. Il est vrai qu'à ce jour, nous ne réclamons pas une victoire à notre niveau. Nous disons tout simplement que ces élections ne sont pas crédibles. Et nous le réaffirmons. Et nous avons dit, vous avez parlé d'un premier communiqué, vous avez fait état de notre tout premier communiqué au lendemain des élections. Mais entre-temps, il y a eu deux autres. Et la réponse à Mme Nana est pratiquement une quatrième réaction que nous avons faite. Nous avons eu de long en large à développer pourquoi nous disons et nous rejetons le fait qu'on ne doit pas jeter un satisfecit sur ces élections qui sont déroulées en avril 2015 au Togo. Donc je voudrais remercier sincèrement les électeurs et leur dire que je les encourage, j'encourage la population togolaise à continuer à avoir l'espoir, malgré tout ce qui s'est passé. Nous devons prier, nous devons remercier Dieu qu'il n'y a pas eu de déflagration, finalement, on n'a pas eu de sang versé. C'est quelque chose que nous devons continuer à féliciter, parce que nous sommes, nous, des pacifistes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de potentiel de violence. La violence était là, prête à exploser. C'est parce que, pour la plupart de nous, acteurs de la vie politique, nous avons encouragé la population à ne pas répondre aux provocations. C'est ce qui explique que quelque part on dit tout s'est passé dans la paix. Mais en réalité, le Togo était en état de siège. Il faut le dire. En état de siège? Absolument. Les 20 veilles, d'abord, quelques jours avant les élections, comment peut-on expliquer qu'on a rappelé les anciens militaires et les anciens combattants? À quoi ça rimait de les rappeler au camp? Deuxièmement, quelques jours avant les élections, vous avez tous vu des chars. Moi, j'étais dans la ville de Dapon. La ville de Dapon était quadrillée de chars, des chars d'assaut. Est-ce que les chars d'assaut peuvent servir pour contenir des mouvements de foule dans un pays qui n'est pas en guerre? Non. Le char d'assaut est une arme de guerre. Et on a déployé des chars au vu de tous. À Lomé, je pense qu'il y en avait, en tout cas à Dapon, il y en avait 3 au coin des rues. Alors, que l'on ne nous dise pas... C'était peut-être pour dissuader tout débordement au niveau ce n'est pas de la dissuasion, c'est de l'intimidation. C'est faire en sorte... C'est un avertissement ouvert à la population. Si vous osez, nous allons vous écraser comme des mouches. C'est ce que ça signifiait comme langage. Lorsque vous voyez des chars, il dit, mais si on tire un char à Dapon, on détruit toutes les maisons. Un seul coup de char à Dapon détruit les maisons. C'est absolument invraisemblable qu'on déploie 3 chars dans la ville de Dapon. Mais cela a été fait. Donc, c'est vous dire que notre élection qui s'est déroulée, c'est vrai, apparemment elle s'est déroulée dans la paix, mais en fait, elle s'est déroulée dans la peur. La peur n'était pas forcément du camp de l'opposition. Ah bon? Ah non, c'est ceux qui ont déployé les chars qui avaient peur. C'est ça la situation. Mais nous avons appelé nos populations au calme. Nous avons dit à nos militants de ne répondre à aucune provocation. Et les provocations, il y en a eu. Il y en a eu énormément. Mais ce n'était pas quand même de nature à perturber le scrutin. Et vous aussi, vous aviez su garder raison pour ne pas du tout répondre à ces provocations. Oui. Tout comme vos militants. Oui, c'était de nature à amener la violence dans le pays. C'était de nature à amener la violence. Mais
Dieu merci, nous avons su garder le calme. Mais maintenant, je m'en vais vous dire ce qui s'est passé maintenant au moment de la proclamation. La scène que tout le monde a vue à la télévision entre le vice-président et le président de la CENI, c'était nature à faire arriver dans ce pays ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est les discussions autour de qui proclame les résultats. C'est ça qui a amené ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Encore une fois, c'était un potentiel élevé de violence. Et c'est parce que, encore une fois, les populations togolaises ont quand même fini par comprendre qu'il ne sert à rien d'autodétruire notre pays. Ou de laisser ou de mourir au nom d'une élection. Oui, ça peut se lire comme ça. Ça peut se lire comme ça dans la mesure où ils ont pris peur devant les chars. Et personne n'ose affronter des chars. Ça peut se lire comme ça. Mais en même temps aussi, c'est pour vous dire qu'il est faux, complètement faux, de dire que les élections au Togo se sont déroulées dans la paix, la sécurité et tout ce qu'on dit. Oui, mais dès lors qu'il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de effusion de sang, il n'y a pas eu de blessés ni de morts, donc on doit globalement lui dire que l'élection s'est déroulée du moins dans la paix. Oui, disons-le comme ça. Et voilà, et maintenant ma question. Au regard des communiqués que vous aviez sortis, est-ce à dire que vous ne vous retrouvez pas à Adi, où le professeur Gogué ne se retrouvait pas dans les résultats finaux donnés? Il est évident que nous ne nous retrouvons pas dans les résultats finaux donnés. Je vais vous donner un seul exemple. Le taux de participation à travers les déclarations du président de la CENI a varié dans la nuit de la nuit électorale au 29 avril, a varié de 47% à 60%. Bien. Si on ne prend que le taux de participation et qu'on rapporte ça au nombre de voix qu'on a bien voulu nous attribuer, eh bien le pourcentage qu'on attribue à chaque candidat change de bout en bout. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, du fait de ces déclarations contradictoires, en réalité, personne ne sait le taux réel de participation. Personne ne sait. Même vous qui avez participé à l'élection? Nous avons participé à l'élection. Je peux vous dire une chose. Aux alentours de 14 heures, le 25 avril, le taux de participation dans une préfecture comme Pingal, qui est la préfecture la plus éloignée, le taux de participation ne dépassait pas 40%. Dans cette zone, 14 heures. Oui, dans cette zone, c'est une zone très vaste et l'organisation des élections est telle que les gens ont du mal à se déplacer naturellement déjà pour aller voter. Ça, c'est un fait naturel d'abord. Mais les populations de cette zone étaient si inquiètes du lendemain des élections parce que si on leur dit qu'on va leur remettre la faune, on leur promet des choses. Ils ont tellement souffert de choses qu'en grande majorité, ce n'est pas l'appel au boycott, en grande majorité, les populations n'étaient pas motivées pour aller voter. Et ça n'a rien à voir avec l'appel au boycott. Maintenant, les gens ne sont pas allés voter. Vers 14 heures, le taux de participation était autour de 40% d'après nos relevés. Subitement, si vous regardez les résultats, le taux de participation dans la préfecture de Kpendial est au-delà de 80%. Vers 16 heures, à moins de 2 heures. À moins de 2 heures, le taux de participation a doublé. Tirez vous-même les conclusions de comment un taux de participation peut doubler entre 14 heures et 16 heures à la fermeture. Est-ce que vous, ce n'était pas des estimations que vous aviez faites? Oui, ce sont des estimations. Mais ici, c'est officiel. Oui, nous sommes d'accord. Mais expliquez-nous. Quand on fait des estimations, ici, à la fin, à la nuit électorale, ce n'était plus une estimation. Hein? Ça variait de 57%, c'est pas une estimation. De 57% à 60%. Et au finish, c'était à 61%. Au finish, on est autour de 60%. Maintenant, regardons de plus près cette question de taux de participation.
Donc pour vous, dès lors qu'on avait dit taux de participation dans un premier temps, 57%. Non, 47%. 47%. Au fur et à mesure que ça gravitait, disons, montait, vous aussi, vous deviez, au niveau du pourcentage collecté par chacun des candidats, ça devait connaître aussi une hausse. Oui, non. Joachim, ce que vous dites n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. D'accord. Je n'ai pas dit au fur et à mesure que ça montait. Ce qui s'est passé à la CENI est unique. C'est un taux de participation qu'ils ont déclaré se situant. C'était une affirmation que le taux de participation se situe entre 47% et 53%. C'était la nuit électorale. C'est ça la vérité. Donc, mais après coup, à la déclaration subite que le président a faite, c'est dans sa déclaration subite que le vice-président a essayé d'empêcher, que c'est monté à 60%. C'est là que se trouve le problème. Et il faut vous souvenir qu'entre-temps, lorsqu'on a regardé les procès-verbaux, les fameux procès-verbaux, c'est en ce moment qu'on a découvert que dans une préfecture, il y avait plus de 1000 voix inexpliquées. Et c'est en compilant les choses, on a vu que dans une urne, on avait des spécimens votés, qui étaient dans l'urne, dans un état sérieux, avec une cour constitutionnelle sérieuse. Elle n'a pas besoin d'être saisie par un parti d'opposition pour s'interroger sur la provenance des 1000 voix et sur la provenance des spécimens votés dans une urne. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité de la chose. Dans un vote naturel, d'où viennent les spécimens dans une urne? Il faut qu'on nous l'explique. Et si on n'arrivait pas à l'expliquer, quelle devrait être la conséquence directe? Non, il y a une façon simple de l'expliquer, c'est qu'on n'a pas voulu l'expliquer. Les 1000 voix trouvées dans la BINA, on n'a pas voulu chercher l'explication. Les spécimens dans l'urne, on n'a pas voulu. Il semble que, selon certaines informations, que la Cour constitutionnelle ne s'auto-saisit pas. Non. La Cour constitutionnelle a le droit de s'auto-saisir. C'est bien au contraire. Il y a deux manières de faire. La Cour constitutionnelle a le droit de s'auto-saisir. Si, absolument. Ceci était un fait avéré. C'est pour cela que nous n'avons pas confiance en cette Cour constitutionnelle. Parce que les éléments clairs, au vu de tout le monde, qui n'ont pas été jugés sérieux, c'est extrêmement grave. Moi, je peux donner une explication. On me dira que c'est une explication qui favorise ce que moi je pense. Mais des spécimens qui ont été trouvés dans une urne, ce que la Cour constitutionnelle devait faire, ce n'est pas de se contenter de ce qui est sur le procès verbal. Le procès verbal a signalé qu'on a trouvé des spécimens dans une urne. Il faut aller... D'abord, ces spécimens qu'on a trouvés, c'était estampillé au nom de quel parti? Donc la Cour constitutionnelle devrait vérifier. Elle doit vérifier. Elle doit aller dans l'urne, sortir les bulletins. En tout cas, sinon c'est ce que les uns les autres au niveau de la CENI avaient demandé, mais on avait dit que c'était donc plutôt la mission de la Cour constitutionnelle. Et donc la Cour constitutionnelle devrait en principe... devait vérifier. Et devait prendre cette urne-là. On s'en va la vérifier. Dis-nous, on l'a trouvé là. Ces spécimens s'étaient votés au nom de quel parti? Mais ce parti doit être incriminé. Ça veut dire que ce parti-là a distribué des bulletins prévotés qu'on est venu mettre dans l'urne. Et donc, on devait aller chercher qui a voté, c'est-à-dire quel parti a entraîné ça, et regarder, ressortir tous les bulletins et les recompter, voir ce qui s'est passé réellement. Cela n'a pas été fait. Les 1000 voix de la BINA, on a dit que ça n'influait pas sur le truc. C'est faux. Oui, mais quand même, on devrait, si la Cour constitutionnelle se rend compte que ces spécimens étaient votés au nom de, ou prévotés au nom de tel ou tel candidat, alors on doit soustraire donc ces voix-là de se comptabiliser par ce candidat. Pas seulement soustraire. C'est une infraction électorale. C'est très grave. Ce parti doit être puni. Les responsables de ce parti doivent être interpellés. Comment est-ce que vos militants peuvent apporter des spécimens prévotés dans l'urne? Mais c'est extrêmement grave.
Comment est-ce que ça peut se faire? C'est impossible. La manière dont les élections sont organisées, on vient dans le bureau de vote, on prend les bulletins de vote qui sont déjà avec le fameux leur truc magique qu'on mettait dessus, l'hologramme qui n'avait aucune valeur d'ailleurs. La preuve, c'est que l'hologramme n'a rien servi à rien. Et on s'en va voter avec le bulletin qui est reconnu. Comment est-ce que des spécimens peuvent se trouver? Ça s'explique par le fait qu'il y a eu des bulletins pré-votés. Et les personnes qui ne sont pas très instruites se sont trompées. Ils ont confondu un bulletin pré-voté avec un spécimen pré-voté qu'ils sont allés mettre en l'urne. C'est ça l'explication. Ça veut dire qu'il y a un parti qui s'est amusé à utiliser des bulletins pré-votés. Et la Cour constitutionnelle devait chercher à voir il s'agit de quel parti et incriminer le parti et publiquement on saura qui est le tricheur. C'est ça la réalité. Et donc la Cour constitutionnelle a failli quelque peu à cette mission. C'est pas quelque peu. La Cour constitutionnelle a avalisé des choses inimaginables dans un pays civilisé. Non, mais sinon, ce n'était pas façonnant en tant que tel. Mais, vous voyez, lorsque on découvre quelque chose comme ça, ça peut constituer ce qu'on appelle le sommet de l'iceberg. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. On voit un petit bout de sommet dans la mer, mais la grande majorité se trouve sous la mer. Donc la réalité des faits se trouve dans les urnes, ce n'est pas sur les procès-verbaux. Nous avons trouvé, vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Il y a dans la déclaration de la Cour constitutionnelle, de la CNI, dans les résultats de la CNI, il y a une colonne qui s'appelle « Vote par dérogation ». Cette colonne-là porte 63 700 000 votants. Reprenez les résultats actuellement, vous allez voir. 63 700. Presque plus de 3,7% de votants. Eh bien, nous avons trouvé, et c'est reporté dans les rapports de Thun, nous avons retrouvé dans les bureaux de vote des procurations illégales, des procurations vierges. Nous avons arrêté plus de 27 procurations vierges. Et maintenant, face à cela, à ceux qui détenaient ce type de procuration, pourquoi vos délégués ou vos représentants dans ces bureaux de vote n'avaient pas objeté? Ça a été signalé. Ça a été signalé, nous avons les bulletins, ça a été signalé à la CELI. Le rapport de la CELI de Thun doit porter ça. Ça a été signalé. Et ces procurations, une procuration normale est une procuration qui a un mandat et un mandataire. C'est une procuration qui doit être déjà remplie. Je veux voter au nom de Joachim qui n'est pas là. Joachim m'a donné une procuration, je vote pour lui. Mais des procurations vierges qui ne sont pas signées par tous les mandataires, qui se promènent dans les urnes au moment des votes, c'est illégal. Nous avons dit. Eh bien, ce sont ces procurations que les gens utilisaient pour faire ce qu'on a appelé des votes par dérogation. Il y a eu 63 000. Et dites-vous, cette colonne vote par dérogation a subitement disparu lorsque la Cour constitutionnelle a proclamé ses résultats. On n'en a même plus parlé. Alors, mais malgré tout cela, vous aviez déclaré entre-temps que vous ne revendiquez pas la victoire. Ça voudra dire que vous reconnaissez que malgré tout, vous avez perdu au niveau de Adi, cette élection. Nous ne disons pas que nous avons perdu. Nous disons que nous ne revendiquons aucune histoire. Aucune victoire. Seulement, je vais vous dire une chose. Dans une élection à un tour normal, si nous sommes en phase de force loyalement équitable, eh bien, même si vous gagnez, c'est comme une élection au premier tour. Vous ne pouvez pas gagner au-delà de 50%. C'est mathématiquement impossible. Vous ne pouvez pas. Oui, je vous le dis, c'est sérieux. Dans une élection, parce que l'élection à un tour est comme une élection à deux tours, donc on la considère comme le premier tour. C'est comme ça. Si les forces étaient loyales, égales, nous rejetons ces élections parce que les forces n'étaient pas loyales, elles n'étaient pas égales. Autour du candidat fort, c'est toute l'administration, les forces militaires, les forces du pays qui se sont alignées contre les pauvres représentants de l'opposition que nous étions. En tout cas, ça c'est un. Oui. L'argent
à circuler. C'était pas des forces égales. Vous-même, vous aviez quand même, vous en étiez conscient avant de participer à cette élection? Oui, nous savions Oui. qu'il se prépare des choses. Mais pour avoir le droit d'en parler, il fallait y participer. Il fallait vérifier. Au jour d'aujourd'hui, à notre niveau, nous avons des preuves. Nous avons des noms. Nous avons des choses qui sont passées. Je viens d'apprendre quand même qu'à Dapao, il n'y avait pas eu de déploiement de chars. Mais vous aviez dit qu'au moins 3, vous en aviez vu. J'ai vu de mes propres yeux. Si les gens disent qu'il n'y en a pas eu, moi j'ai vu. À Wurgu, il y avait un char et j'ai vu 2 chars. À Wurgu, il y avait un char et à Carnaval, il y avait un char. Les gens d'Apon peuvent témoigner, il y avait des chars à Dapon. Je le confirme. Ah oui, maintenant, quelle leçon tirez-vous de cette élection, docteur Kampati, au niveau de Adi? Puisque le cas, la dernière fois, en conférence de presse, estimait que vous tous qui avez participé au niveau de l'opposition à cette élection, vous étiez conscient que c'est les résultats auxquels il fallait attendre et vous avez vu, mais vous êtes maintenant mis face à la réalité. Ce que Adi nous voulons, nous ne souhaitons pas que cette polémique au sein de l'opposition, toi tu as fait ceci, c'est toi qui fais que ceci, toi tu as fait cela. J'ai toujours dit, à notre niveau, nous avons toujours dit que avant des élections, toute hypothèse est une hypothèse jusqu'à ce que on voit les urnes. C'est les urnes qui vérifient les hypothèses. Nous sommes allés à ces élections difficiles, qui étaient manifestement difficiles. Tout ce que les gens disaient, c'était vrai. D'accord? Mais maintenant, nous n'étions pas d'accord s'il fallait participer ou s'il ne fallait pas participer. Aujourd'hui, nous avons participé. Nous avons constaté de visu ce qui s'est passé. Et nous dénonçons de visu ce qui s'est passé. Nous sommes en droit de dénoncer ce que nous avons vu. Maintenant, la réalité est que les points de divergence de l'opposition ont une responsabilité dans ce qui est arrivé. On ne doit pas le dénier. Les points de divergence que nous avons connus ont une responsabilité. Ou bien la multiplicité de candidatures de l'opposition en a aussi pour quelque chose? Non, je ne suis pas convaincu de ça. Je reste convaincu que la multiplicité des candidatures pouvait même être salvatrice si nous étions dans une compétition loyale. Je suis convaincu de ça. Et je continue de le dire, la multiplicité des candidatures n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et je dis que chacun de nous a ses responsabilités, que chacun de nous laisse chacun faire son analyse de conscience et établisse ses responsabilités. Mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'il faut comme avenir pour notre pays. Nous disons à Adi que si on continue de donner les satisfecit à cette élection, si l'on pense que cette élection a si bien passé qu'il faut tourner la page sans rien, alors notre pays s'enfonce dans une crise politique d'abord, mais qui se double de plus en plus d'une crise morale extrêmement grave. Parce que on avalise l'achat de conscience, l'utilisation de la force comme moyen de gagner des élections. Et de plus en plus, la population se rend bien compte qu'elle ne s'inscrit pas dans cette voie et refuse de voter, et l'élection est vidée de son sens. L'élection ne sera plus jamais un moyen pour obtenir l'alternance, un moyen pour renforcer la démocratie dans notre pays. Il faut que toute la classe politique, ça a été l'objet de notre deuxième déclaration, que toute la classe politique, quand je dis toute la classe politique, je pèse bien mes mots, prenne conscience de cette situation gravissime et qu'on ait le courage de nous réasseoir, s'il le faut, avec une caution de la communauté internationale que je mets entre crochets. Mais tout ce qui constitue les anomalies que vous avez constatées, cette communauté internationale qui a suivi de bout en bout le processus ne l'a pas reconnu. Vous ne les avez pas reconnus. Oh, vous savez, Joachim, la communauté internationale, comme je dis que je mets ça entre crochets,
la communauté internationale ne réagit pas forcément selon les intérêts du peuple togolais, mais selon ses propres intérêts et ses propres considérations supra-régionales. C'est ça la situation. Le Togo n'est pas isolé, le Togo est dans une communauté et chacun de nous doit savoir que la communauté internationale, ce qui a primé pour eux, c'est Boko Haram, c'est AQMI, c'est la piraterie maritime, c'est aussi des considérations économiques. Si le Togo explose, que devient le port? Que devient ceci? Que devient cela, etc. Ce sont ces considérations qui préoccupent la communauté internationale. Alors, la population togolaise doit prendre conscience de ça et se dire, la communauté internationale ne viendra à notre secours que si elle sent que nous-mêmes nous avons pris notre destin en main et que désormais, le destin du peuple, le destin que le peuple même choisit d'avoir, est incompatible avec sa position à elle. C'est à ce moment qu'elle peut changer. Alors, ne nous l'airons pas. Et voilà, maintenant, face à tout ceci, le cas lui propose qui est la redéfinition de nouvelles méthodes. Et cette nouvelle méthode doit partir de, comme vous l'avez dit, l'inclusion de toute la classe politique dans un creuset afin de pouvoir obtenir forcément les réformes avant toute élection. Et nous sommes en 2000, juste à quelques semaines après la proclamation des résultats définitivement. Mais le cas lui, il jette déjà la base. Oui, dans notre déclaration, nous l'avons mis aussi, nous avons mis au centre la question des réformes. Mais nous allons plus loin. Parce que si nous insistons sur les réformes, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le parti au pouvoir ayant l'Assemblée, se targuant d'une légitimité de 60% aux élections, va nous proposer des réformettes. Réformettes? Oui. C'est-à-dire que... Avez-vous maintenant le moyen au niveau de l'opposition, étant donné que les tentatives au niveau de l'Assemblée nationale avaient échoué? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis qu'on doit aller au-delà des réformes institutionnelles et constitutionnelles que nous réclamions avant les élections, qui se situaient sur la limitation des mandats et sur le mode de scrutin. Nous devons aller au-delà. Et je dis qu'il y a une analyse de la commission mise en place par le chef de l'État qui parle d'aller profondément et aller à une étude approfondie dans des réformes à faire. Je peux dire que c'est ça, mais c'est bien plus que ça. Je dis qu'il faut un sursaut de toute la classe politique pour repenser le problème des élections dans notre pays. À condition que le parti au pouvoir aussi soit dans la même perception de la chose que vous, opposition. Je dis, j'en appelle à toute la classe politique. Ça veut dire l'opposition et le pouvoir. C'est ce que je dis. C'est ce que nous disons. Mais je voulais par rapport à la proposition de CAR dire une chose. C'est le moment, je pense, que nous tous, nous acceptons d'enterrer les invectives. Que nous acceptons de nous dire, il ne sert à rien de dire tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça, et qu'on continue. Mais des fois, vous êtes pris en otage par vos militants. Non, nous, à Adi, nous ne sommes pas pris en otage par nos militants. Parce que des fois, vous pouvez prendre des initiatives, mais vos militants vont dire, mais nous ne nous retrouvons pas dans cette dynamique-là. Que celui-ci a saboté, celui-ci a fait ci, celui-ci a fait ça. Je ne suis pas sûr qu'un dirigeant, avant de dire tel-ci a fait ça, tel-ci a fait ça, va consulter la base. Je ne suis pas certain. Là, Ablam a une question à vous poser. Bonjour Ablam. Bonjour Joachim. Oui, la question. Monsieur Dr Sampati, bonjour. Bonjour à M. Ablam. Oui, je tiens à vous remercier pour votre langage de vérité. Merci. Vous avez démontré aux Togolais que vous êtes un doyen. Et qu'à un âge donné, on ne peut plus s'adonner à un certain mensonge qui peut plonger le pays dans un obscur total. Mais je voudrais vous poser la question de savoir pourquoi la communauté internationale, ses missions d'observation, n'aille pas au bout du scrutin, c'est-à-dire à la proclamation, mais ils s'arrêtent tout juste au jour du vote et ils n'attendent plus
et la proclamation du résultat, mais ils donnent leur version des faits, leur observation, et ils disent que tout se passe bien, et ils nous laissent toujours. Vous avez cherché à savoir pourquoi cet état de choses. D'accord, il va vous répondre tout de suite, Ablame. Kodjo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, la question. Oui, ma question est que dans un pays où la Cour constitutionnelle proclame les élections présidentielles et que le taux de participation n'atteint pas 100%, qu'est-ce que cela peut engendrer? Doit-on annuler l'élection? Merci. D'accord. Et on commence par le dernier intervenant. Et sinon, voilà, c'est fini pour les manifestations téléphoniques. C'est nous qui... Ah oui, puisque l'État était contre nous, mais là, était contre nous. Alors, dans un pays où la Cour constitutionnelle rend son verdict ou bien proclame définitivement les résultats et que le pourcentage n'atteint pas 100%, là, doit-on annuler ou bien qu'est-ce qu'il de faire? Non, je réponds. Cela dépend des dispositions légales. Dans certains pays, dans le code électoral où la loi prévoit que si le taux de participation n'atteint pas un seuil, généralement c'est quand même assez bas, c'est 25%, 30%, eh bien l'élection n'est pas validée. On recommence les élections. Dans certains pays, c'est une disposition légale. Mais dans notre pays, il n'y a aucune disposition légale qui prévoit que si le taux de participation est tel, on annule ou on recommence. C'est pour cela que l'appel au boycott, ce n'est pas quelque chose d'opérationnel chez nous. Parce que si vous appelez au boycott à une élection au Togo et que seulement 10% de la population va voter, eh bien, le vote est légitime. Et celui qui a gagné, a gagné. C'est ça le problème au Togo. Il n'y a pas la loi ne dispose nullement. Là, c'est une faiblesse au niveau de la loi? Oui, ça peut être une faiblesse. La loi, on peut envisager ça un jour pour corriger ces anomalies. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde réellement, il n'y a pas 35 ou 40% de la population qui vote. C'est grave. Mais ici, précisément, Kodjo, lui, il demande la Cour constitutionnelle à donner les résultats définitifs. Mais le pourcentage attribué à chacun, si on fait le total, ça n'atteint pas 100%. Là, faut-il annuler ou bien qu'a-t-il lieu de faire? Ça vient des incongruités dont je vous ai parlé de la Cour constitutionnelle. Ils ont traficoté les chiffres et les chiffres ne tombent pas ronds parce que ce n'est pas des vrais chiffres. Ils se sont basés sur ce que la CENI leur a envoyé. Même en se basant sur ce que la CENI leur a envoyé, je vous ai dit, ils n'ont pas tenu compte des votes par procuration. Pourquoi? D'accord. Et Ablame, lui, voudrait savoir pourquoi la communauté internationale, le plus souvent, ces missions d'observation ne s'arrêtent qu'au jour du vote, mais ce qui se passe après, ça ne les concerne pas. Ce qu'il faudrait, c'est demander ça aux observations. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais je vais dire ceci. D'abord, cette fois-ci, nous n'avons pas eu des observateurs, beaucoup d'observateurs qui faisaient leur travail avec honnêteté. Parce que réellement, je dois dire quelque chose ici. On nous a signalé dans un canton, je ne donne pas les noms, je ne donne pas les trucs, un observateur a assisté de ses propres yeux à comment je vais dire, pratiquement de la corruption, c'est-à-dire des membres du bureau de vote. Il l'a vu. Mais je n'en vois nulle part apparaître ces genres d'observation. Est-ce que c'était un observateur d'une mission d'observation internationale ou bien... C'est un observateur. Tout court. Tout court. Habillé au titre d'observateur. Je m'en tiens à ça tout simplement. Donc, il y a des choses. Mais quand il a dit la communauté internationale, je lui ai déjà dit ce qu'il faut penser de la communauté internationale. D'accord. Maintenant, nous sommes à la fin. Votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est dire encore une fois que ce qui s'est passé au Togo, tout le monde connaît la vérité. Même ceux qui proclament qu'ils ont gagné, ils savent qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle les moyens la fin justifie les moyens. Hein? Donc, ils ont utilisé tous les moyens qu'il fallait pour se proclamer vainqueurs. Ils le savent. Et donc, que chacun de nous entre en nous-mêmes, que nous nous retrouvons, que le Togo se retrouve et qu'on essaie de reconstruire notre pays. Mais vous serez dans le prochain gouvernement? Ah, ça, c'est une autre question que les gens nous posent tout le temps. Vous aurez dû poser ça dans le truc. Pour l'instant, personne ne nous a demandé d'aller quelque part et nous préférons rester là où nous sommes. Merci, docteur François Kampatib. Je rappelle, il est député à l'Assemblée nationale, conseiller spécial du professeur Aimé Tchabouré Gogué, qui fut candidat à la dernière présidentielle et qui s'en est sorti avec 4,03%. Merci d'être passé dans cette émission. Merci, Joachim.